Le collectif des professionnels de santé pour le bien commun vous présente son travail sur le passage de l'état d'urgence sanitaire à l'état de vigilance sanitaire. Signe-t-il la fin de notre démocratie ? Pourquoi pensez-vous que notre démocratie est en danger ? Parce que le fait de prolonger aussi longtemps l'état d'urgence sanitaire paralyse le fonctionnement démocratique de nos institutions. Parce que changer l'état d'urgence sanitaire en un état de vigilance sanitaire revient à rendre permanent l'état d'urgence, et parce que rendre ainsi l'état d'urgence permanent est tout simplement incompatible avec la Constitution française. Surtout que, quand on calcule, ça fait déjà 6 ans qu'on est sous un régime d'état d'urgence depuis l'attentat du Bataclan de novembre 2015. Pouvez-vous d'abord nous expliquer ce qu'est l'état d'urgence sanitaire ? Pour faciliter la gestion de la crise Covid, l'exécutif a instauré un état d'urgence sanitaire avec la loi du 23 mars 2020 calquée sur la loi du 3 avril 1955 qui date de la guerre d'Algérie. L'état d'urgence sanitaire est un état d'exception qui donne des pouvoirs dérogatoires très étendus à l'exécutif et au détriment des deux autres pouvoirs, le législatif et le judiciaire. Ils permettent au Premier ministre, au ministre de la Santé et au préfet de prendre une position d'autorité supérieure qui leur permet d'agir comme une sorte de police administrative. Ce régime d'état d'urgence a remis en scène le Conseil de défense, CDSN, qui avait été créé en 2009 par Sarkozy, pour remplacer le Conseil de sécurité intérieure et qui est devenu de facto le principal organe de gestion de la crise Covid, alors même que ce Conseil de défense, en théorie, n'est pas censé intervenir sur d'autres questions que la défense ou que la sécurité nationale. Donc, c'est la première fois qu'il intervient sur une question de santé publique, puisque la gestion d'une crise sanitaire relève de la santé publique. En prime, il faut savoir que le Conseil de défense fonctionne avec une grande opacité, puisque tous les participants sont tenus au secret défense, conformément à l'article 413-9 du Code pénal. En plus, c'est le président lui-même qui choisit les membres du Conseil de défense, et cela sans avoir à justifier de ses choix auprès du Parlement. D'autre part, la loi du 23 mars 2020 a également prévu de faire appel à un conseil scientifique dont les membres sont nommés et non élus, et sur des critères totalement opaques. Résultat, on s'aperçoit au fil du temps qu'une partie des membres de ce conseil scientifique, comme le président lui-même, le professeur Delfrécy ou le professeur Yazdan Pana, ont des conflits d'intérêts manifestes avec l'industrie pharmaceutique. Et là aussi, les comptes rendus de réunion sont gardés secrets, ce qui fait que personne ne peut vraiment savoir pourquoi, comment et sur quels critères les décisions sont prises au sein de ce conseil, puisque le conseil scientifique ne publie que ses propres avis, mais sans aucune explication sur la façon dont les décisions sont prises. Avec ce régime d'état d'urgence sanitaire, on a donc assisté à une captation présidentielle du pouvoir, avec une mise à l'écart du peuple, de ses élus et des corps intermédiaires, et ce sans aucun réel contre-pouvoir. Ce qui fait que l'efficacité des mesures prises par le gouvernement n'a même pas été évaluée et encore moins prouvée jusqu'à aujourd'hui. Quelles ont été les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur nos libertés fondamentales ? Les conséquences sur nos libertés ont été majeures et tout à fait inédites en France. Par exemple, voici les 3 principales restrictions que l'État a imposées au peuple français avec l'état d'urgence sanitaire. Premièrement, la liberté de circuler. Deuxièmement, le droit à la vie privée. Troisièmement, le droit de travailler et d'entreprendre. Ce qui, au passage, a largement aggravé les inégalités sociales. Mais ce n'est pas tout, car la police a également pris le pas sur le pouvoir administratif, au point que le syndicat de la magistrature n'a pas hésité à employer le terme d'état policier pour dénoncer le non-respect de la séparation des pouvoirs. Par exemple, avec un délit de réitération de violation du confinement, adopté avec la loi du 23 mars 2020, qui équivaut à 6 mois d'emprisonnement et 3 500 € d'amende. Et même pour des personnes handicapées sans domicile fixe et ne sachant ni lire ni écrire qui ont été verbalisées pour ce motif. Ou encore lorsque l'État a autorisé des personnes dépourvues de formation pour verbaliser, comme certains agents de mairie, des réservistes, des agents de service du transport, etc. Ou bien lorsque les conseils de prud'homme ont été fermés pendant le confinement, privant ainsi les salariés des moyens de se défendre contre leur employeur pendant 2 mois. On peut également
citer plus tard l'atteinte au secret médical, avec le décret du 25 décembre 2020, qui autorise la diffusion à divers organismes du statut vaccinal des personnes, sans leur consentement et sans même les en informer. De même pour la transmission de données de géolocalisation aux autorités sanitaires, également sans autorisation et même à l'insu des personnes, par 8 opérateurs européens, dont Orange, pour faire une analyse de flux des populations. Et que dire des logiciels Stop Covid et tous anti-Covid qui habituent les populations à accepter toutes sortes de nouvelles technologies de surveillance de masse au prétexte de la situation sanitaire. Franchement, qui aurait accepté sans broncher toutes ces mesures en temps normal? Alors qu'avec l'état d'urgence sanitaire, non seulement l'État s'autorise à passer en loose day des mesures liberticides, mais en plus, on peut se demander s'il compte vraiment les lever une fois la crise terminée. En fait, rien n'en est moins sûr. Surtout que c'est déjà une pratique bien connue qui s'appelle l'effet cliquet et qui veut dire qu'aucun retour en arrière n'est prévu. Pourquoi dites-vous que le fait de prolonger abusivement l'état d'urgence sanitaire n'est pas constitutionnel? Pour bien comprendre, peut-être qu'il faudrait d'abord qu'on revienne un peu sur la Constitution française. Oui, d'ailleurs, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la Constitution française? Alors d'abord, il faut savoir que la Constitution française actuelle date du 4 octobre 1958. Elle est issue de la loi constitutionnelle promulguée le 3 juin 1958 en pleine guerre d'Algérie par Charles de Gaulle, qui était alors président de la République française. C'est la Constitution actuelle de la Ve République et elle a déjà été révisée 24 fois depuis sa promulgation. Dans le détail, la Constitution française contient 3 parties. Un préambule qui fait référence à 3 textes, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution précédente de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. La deuxième partie, c'est une série de 16 titres qui contiennent un total de 89 articles. Et enfin, la troisième partie, ce sont les 3 annexes qui correspondent aux 3 textes référencés dans le préambule. L'ensemble de ces 3 parties forment ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. Alors, que représente la Constitution? La Constitution, c'est la loi fondamentale d'un État. Elle explique le fonctionnement général de ses institutions et définit les droits et les libertés des citoyens. Elle doit être considérée comme la norme suprême la plus élevée de l'ordre juridique d'un pays. Et en résumé, la Constitution, c'est la loi au-dessus des lois. Pour bien voir comment la Constitution garantit les libertés publiques, on va vous proposer quelques extraits qui nous paraissent importants à rappeler dans le contexte actuel. Par exemple, dans l'article 2, je cite « La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » Dans l'article 34, je cite « La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, c'est-à-dire la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias. » Article 68-1, les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Article 68-2, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes. On a aussi dans le préambule de la Constitution de 1946, alinéa 5, « Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. » Et enfin, on a aussi dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, article 1, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Article 2, « Ces droits naturels sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Article 6, « La loi est l'expression de la volonté générale, elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. » Article 11, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux pour l'homme. » Article 12, « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Et enfin l'article 16, très important, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. » Donc maintenant, pour répondre à la question « Pourquoi le fait de prolonger abusivement l'état d'urgence sanitaire n'est pas constitutionnel ?»,
Eh bien, on peut dire qu'il y a au moins 5 raisons. Premièrement, parce que beaucoup de droits protégés par la Constitution ne sont plus garantis pendant un état d'urgence, comme le droit de circuler ou de travailler par exemple. Deuxièmement, parce que la séparation des pouvoirs n'est plus respectée, dès lors que le pouvoir de décision est concentré dans les seules mains de l'exécutif au nom de l'état d'urgence, puisqu'on rappelle l'article 16, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Troisièmement, parce que les lois votées pendant l'état d'urgence qui limitent les libertés publiques sont presque toujours maintenues après l'état d'urgence. Et ça, même quand elles violent la Constitution. C'est le fameux effet cliquet. Comme dans le cas de la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015, par exemple, qui étend les moyens d'écoute, ou encore de la loi renforçant la lutte contre le terrorisme du 3 juin 2016, qui autorise les perquisitions sur simple risque ou suspicion, ou encore, plus récemment, avec la loi sécurité globale du 25 mai 2021, qui élargit notamment les outils de surveillance des manifestants par vidéo embarquée, drones, etc. Quatrièmement, en période d'état d'urgence, les corps constitués, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour des comptes, etc., les ordres professionnels et les médias se retrouvent à devoir soutenir l'exécutif, ce qui fait qu'ils ne jouent plus leur rôle de contre-pouvoir au nom de l'état d'urgence. Alors même que c'est l'exécutif lui-même qui décide seul de mettre en place cet état d'urgence. Et cinquièmement, enfin et surtout, parce que les motifs sanitaires qui ont permis de proroger l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de la crise Covid ne tiennent absolument pas la route d'un point de vue scientifique. Ce qui fait au moins 5 bonnes raisons de s'alarmer pour notre démocratie et pour notre constitution qui est littéralement piétinée. Pourquoi dites-vous que les enjeux sanitaires ne tiennent pas la route pour justifier cet état d'exception? Là aussi, on peut avancer au moins 5 raisons. Premièrement, parce que pour définir le degré de gravité de l'épidémie, le gouvernement a changé de critères en fonction des circonstances. Avec d'abord le nombre de morts, puis le taux d'hospitalisation en soins intensifs, puis simplement le taux test PCR positif pour 100 000 habitants. Tout ça pour pouvoir maintenir la pression sur la population. Deuxièmement, parce que les chiffres officiels utilisés pour justifier la prorogation de l'état d'urgence sanitaire sont tout simplement faux. Par exemple, toute personne décédée avec PCR positive a été comptabilisée comme morte du Covid, même si elle est morte d'une autre maladie. Ou encore les chiffres de patients en réanimation, qui ont été gonflés en incluant dedans les patients en unité de soins intensifs et en unité de soins continus, qui ne sont pas des réanimations. Troisièmement, parce que la saturation des hôpitaux, utilisée par l'exécutif pour justifier les mesures sanitaires, était déjà une réalité dénoncée par les soignants bien avant la crise Covid. Quatrièmement, parce que la vérité, c'est que cette saturation chronique des hôpitaux vient des politiques de fermeture de lits et de regroupement d'hôpitaux qui ont été appliquées chaque année depuis les années 90, avec la fermeture d'un nombre total d'environ 80 000 lits sur 20 ans. Cinquièmement, parce que les médecins de ville ont été écartés sans possibilité de prescrire les traitements précoces, qui sont depuis recommandés en première intention dans plusieurs dizaines de pays dont le Japon. Résultat, le fait d'obliger les gens à rester chez eux avec pour seule consigne d'appeler qu'en cas de complications n'a fait qu'augmenter la surmortalité. Enfin, plus généralement, on peut dire qu'en dehors des pics épidémiques, le gouvernement a délibérément entretenu la peur pour justifier l'état d'urgence sanitaire. Par exemple, en annonçant à chaque nouveau variant qu'il était plus virulent que le précédent, alors que ça s'est révélé systématiquement faux, alpha, delta, omicron. Le tout entraînant d'importants effets délétères sur la santé mentale de la population, alors même que l'État est censé la protéger. Et cet état de vigilance sanitaire vers lequel on se dirige, qu'en pensez-vous? Effectivement, la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire du 10 novembre 2021 revient très exactement à un état de vigilance sanitaire qui est lui-même en tout point comparable à un état d'urgence. Ce qui veut dire que ce terme de vigilance est surtout une grande hypocrisie, car sous prétexte de lever un peu le pied sur les restrictions grâce à cet état de vigilance sanitaire, en réalité, il s'agit plutôt d'entériner définitivement un certain nombre de mesures d'urgence, mais cette fois-ci au nom de la vigilance. Par exemple, rappelez-vous le plan Vigipirate. Eh bien, c'est exactement la même stratégie.
C'était déjà au nom de la vigilance qu'on a pérennisé des pratiques de surveillance qui sinon auraient paru choquantes en temps normal. En gros, la vigilance, c'est le nouveau terme pour dire il faut tout le temps être sur le pied de guerre, ce qui signifie qu'on maintient en permanence les mesures d'exception, et donc fini les temps de paix et vive l'état d'urgence permanent. Parce que derrière cet état de vigilance sanitaire, ne soyons pas naïfs, il y a une vraie intentionnalité, laquelle, tout simplement un abus de pouvoir sur nos libertés et en fin de compte, une remise en question de l'état de droit. Que proposeriez-vous pour sortir de cette spirale liberticide ? Revenir tout de suite à l'état de droit, ce qui veut dire mettre fin immédiatement à l'état d'urgence sanitaire et l'état de vigilance sanitaire, car le Covid est devenu moins dangereux et a rejoint le pronostic d'une simple grippe saisonnière. Mandater une commission d'enquête constituée d'élus, de citoyens et de représentants de la société civile tirés au sort, avec pour objectif d'évaluer tous les préjudices causés par les prolongements successifs de l'état d'urgence sanitaire depuis sa première promulgation de mars 2020 et d'établir les responsabilités pour chaque préjudice subi par la population. Rappeler la primauté de la Constitution sur toutes les lois nationales et supranationales. Rappeler certains de ces grands principes inaliénables que nous avons vus tout à l'heure et les afficher dans les écoles, les universités et les mairies. Et mettre en place une loi cadre rendant impossible la confiscation du pouvoir par l'exécutif. Cette loi cadre, qu'on pourrait appeler état d'urgence, aurait pour objectif de définir les modalités et les critères de déclenchement d'un état d'urgence, la transparence de toutes les discussions et mesures prises au nom de l'état d'urgence ainsi que l'engagement de la responsabilité des décideurs, et le déclenchement automatique d'une commission d'évaluation dès la mise en route d'un état d'urgence avec un point hebdomadaire. Commission faite d'élus représentant la société civile et citoyens tirés au sort. En conclusion, nous, citoyens et professionnels de santé, demandons la levée immédiate de cet état d'exception et le retour au strict respect de la Constitution française.